La pluie semblait anormale cette nuit-là. Elle n'était ni douce ni régulière, ni même réconfortante. Elle martelait l'auvent métallique de l'hôpital comme un avertissement urgent et insistant. Chaque goutte rappelait brutalement que quelque chose de précieux était en train de disparaître. David Cole franchit les portes coulissantes, ses chaussures claquant sur le sol mouillé, le souffle court comme si quelqu'un lui avait enlevé tout l'air de ses poumons. 7 ans plus tôt, il avait 29 ans et croyait encore que le monde était dur mais juste. Cette nuit-là, lui apprit le contraire. « Laïa », haleta-t-il à l'infirmière au comptoir. « Ma femme, elle s'effondre. Elle est enceinte. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle est ici. » Sa voix se brisa à des endroits qu'il ne savait pas pouvoir se briser. L'infirmière tapa rapidement sur le clavier, dont le cliquetis résonnait de manière aiguë et clinique. « Cole. Laïa Cole. Elle a été amenée il y a quelques minutes. Ils l'ont emmenée au box 1 des urgences. » David se pencha sur le comptoir, trempé par l'eau qui coulait de ses manches sur le carrelage poli. « Est-ce qu'elle va bien? Puis-je y aller ?» Avant qu'elle ne réponde, un homme du service de facturation s'avança avec un bloc-notes. Son ton était neutre, pas désagréable, mais d'une familiarité dérangeante. « Monsieur, nous devons vérifier votre assurance. » David fouilla dans son portefeuille avec des doigts tremblants. Les cartes en plastique glissèrent une fois, 2 fois, avant qu'il ne parvienne à les pousser sur le comptoir. La machine émit un bip. Des doigts tapèrent à nouveau sur les touches. Des papiers glissèrent dans une imprimante. Puis vint la phrase qui entrait les cauchemars de David pendant des années. « Je suis désolé, monsieur. L'employé de la facturation a dit que l'intervention dont elle a besoin n'est pas couverte par votre assurance. » Une pause. Une longue pause glaciale. David sentit le monde basculer sous ses pieds. « Je ne comprends pas. Comment ça, non couverte? Elle est en train de s'effondrer. Elle peut à peine respirer. » C'est répertorié comme une urgence non admissible dans la politique ajustée de Sterling Health. L'employé n'abaissa même pas la voix. « Nous aurons besoin d'un paiement initial si l'équipe procède. Elle n'a pas le temps pour ça. » La voix de David s'éleva suffisamment pour que 2 personnes dans la salle d'attente se retournent. « Débitons la carte, débitons-les toutes. Je me fiche des intérêts et des frais. Sauvez-la, c'est tout. » Encore du clavier. Un froncement de sourcils. Un autre bout de papier imprimé avec un claquement sec. Refusé. David ravala un frisson de panique. « Réessayez. Cela ne changera rien aux conditions de votre police d'assurance, » répondit l'employé. « Je suis désolé. » Les mots étaient mécaniques, mémorisés, trop souvent utilisés. Derrière les doubles portes, quelque chose a bipé. D'abord de manière régulière, puis irrégulière, puis s'étirant en une seule note horrible qui a tranché l'air comme une lame. Les genoux de David ont failli se dérober. « Non !» a-t-il murmuré en titubant vers les portes. « Non, non, Laïa. Dao. » Un médecin est sorti, le visage crispé. Le masque pendait librement autour de son cou. Ses yeux ont tout dit avant que sa bouche ne puisse former les mots. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Il y a des moments dans la vie où le monde devient silencieux, où le son disparaît, remplacé par un bourdonnement si fin et si aigu qu'on dirait que le chagrin prend voix. David entendait ce bourdonnement à présent. Il ne sentait pas la chaise dans laquelle il s'était affalé. Il ne sentait pas les carreaux froids sous ses paumes. Il ne sentait pas l'alliance glisser de ses doigts tremblants et heurter le sol avec un léger cliquetis métallique qui résonnait plus fort que tout le reste dans la pièce. Sa fille, une petite prématurée qui luttait pour chaque respiration, était en vie. Sa femme ne l'était pas. Et la feuille de papier avec le logo de Sterling Health posée sur le comptoir était encore chaude de la sortie de l'imprimante. Il n'a jamais oublié ce logo. Ni sa forme, ni sa police, ni la façon dont l'encre avait légèrement coulé sur les bords à cause de la pluie qui tombait de sa veste. Il est devenu une marque gravée dans son esprit et dans le reste de sa vie. Les funérailles furent modestes, car le chagrin rétrécit le monde. L'air sentait la terre humide et le cèdre, ce genre de parfum qui s'imprègne dans les vêtements et dans la mémoire. David se tenait sous un ciel gris, berçant le siège auto d'un bras, l'autre main posée sur le cercueil de Laïa, comme s'il pouvait ainsi la retenir un peu plus longtemps sur cette terre. « Je prendrai soin d'elle », murmura-t-il. « Emma grandira en sachant qu'elle était aimée, et je n'oublierai pas le nom inscrit sur ce papier. Je n'oublierai pas ce que cela nous a coûté. » Le vent emporta ces paroles, mais la promesse resta. 7 ans plus tard, le monde avait continué de tourner. Les factures arrivaient, les emplois changeaient, les loyers augmentaient, et David Cole, autrefois un jeune mari plein de projets et d'optimisme, poussait désormais une lourde machine à récurer le sol sur les dalles de marbre d'un gratte-ciel d'entreprise. La machine ronronnait doucement et régulièrement, vibrant à travers la poignée jusqu'à ses paumes. L'odeur d'agrumes du nettoyant industriel
flottait dans l'air. Ses bottes grinçaient lorsqu'il se déplaçait, et au-dessus de lui, en acier brillant et poli, était accroché l'emblème qu'il pouvait reconnaître, même dans l'obscurité, le groupe Sterling. La société mère de Sterling Health, le même logo qu'il avait fixé du regard la nuit où son monde s'était effondré. Maintenant, il nettoyait les sols pour eux. Il ne mentionna cette ironie à personne. Il ne disait pas la vérité à ses collègues. Certaines blessures se referment en surface, mais continuent de saigner en profondeur. Ce soir-là était comme tous les autres soirs de nuit, calme dans le bâtiment, avec le bourdonnement lointain de la climatisation dans les longs couloirs. Mais lorsqu'il s'approcha de la salle de conférence des cadres, le silence se brisa. 2 voix s'échappaient de la porte entr'ouverte, l'une aiguë, l'autre douce. « Si Aurora ne peut pas donner une image de famille stable, dit la voix aiguë d'un ton bas et tranchant, nous pouvons invoquer la volonté de notre Père et la destituer. » David s'est figé au milieu d'un pas. La machine à récurer ronronnait à ses pieds. Victor Sterling, le frère, le vautour qui tournait toujours autour du siège du directeur. Une autre voix a répondu, plus ferme, plus froid. Difficile de distinguer les mots, mais le ton était autoritaire. Aura, la PDG. David n'osait pas bouger. Le moteur de la machine à récurer semblait soudain trop bruyant, comme s'il criait sa présence dans le couloir. Son pouls battait dans ses oreilles. La tension lui piquait la nuque. La faire disparaître, une image familiale stable. Pourquoi ces mots lui semblaient-ils dangereux? Il leva à nouveau les yeux vers le logo Sterling. Après toutes ces années, il lui inspirait toujours le même frisson que la nuit où Laïa était morte. Il serra plus fort la poignée de la machine à récurer. Quelque chose était en train de changer dans cet immeuble. Quelque chose qui touchait la partie de sa vie qu'il s'était battu si fort pour protéger. Il ne savait ni comment ni pourquoi, mais l'air semblait chargé, comme avant le déclenchement d'une tempête, et il se trouvait juste en dessous. Alors que les pas à l'intérieur de la salle de conférence se faisaient plus forts, se rapprochant de la porte, David retint son souffle. Quelle que soit la tempête qui s'annonçait, elle avait déjà commencé. Le lendemain matin, la Sterling Tower semblait différente. Trop lumineuse, trop calme. La pluie tombée pendant la nuit avait séché sur la façade en verre, laissant de légères traces minérales qui reflétaient le bourdonnement matinal de la circulation en contrebas. À l'intérieur, les couloirs résonnaient avec une netteté qui amplifiait chaque son, comme si tout le bâtiment retenait son souffle. David poussait son chariot de fourniture le long du couloir en marbre, les roues lisses cliquetant légèrement à chaque transition entre les dalles. Il repassait en boucle les voix qu'il avait entendues la veille au soir. Quelque chose à propos de son renvoi, quelque chose à propos de l'image de la famille, des choses qui n'avaient rien à voir avec les concierges ou le cirage des sols, mais qui, d'une manière ou d'une autre, tiraient sur les fils du même nœud de son passé. Il ne voulait pas s'en soucier, mais certains avertissements ne semblent être des avertissements que bien plus tard. À l'étage, dans la salle de conférence de la direction, Aurora Sterling se tenait droite, même si la fatigue pesait sur ses épaules. Sa voix avait un ton sec lorsqu'elle s'adressait au conseil d'administration. Une netteté accentuée davantage par le devoir que par le désir. « Nous stabilisons la confiance du public envers Sterling Health, dit-elle, et nous mettons en place un nouveau niveau de protection des patients. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. » Le mot « erreur » resta brièvement suspendu dans l'air. Personne d'autre ne sembla percevoir la pointe d'ironie qu'il contenait. Victor, assis en face d'elle, se pencha en arrière sur sa chaise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Votre compassion est admirable, » dit-il d'un ton mielleux et sarcastique. « Mais les actionnaires se soucient des chiffres, et franchement, Aurora, vous avez été distraite. » Aurora ne broncha pas, mais ses doigts se crispèrent autour de son stylo. « Je ne suis pas distraite. Je répare ce qui devait être réparé. » Victor tapota légèrement la table. « Et pourtant, toujours pas de famille, pas de partenaire, rien qui prouve votre stabilité. Père a bâti cet empire sur des valeurs traditionnelles. » Elle serra les mâchoires. « Père régnait par la peur, répondit-elle. J'ai l'intention de diriger différemment. » Des murmures parcoururent la table, mais elle ne recula pas. Les yeux de Victor brillèrent. « Nous verrons comment cela fonctionnera pour vous. » Après la réunion, Aurora entra dans le grand hall. Au plafond, larges fenêtres, le doux bourdonnement du système de climatisation poussant l'air frais vers le bas. Ses talons claquaient bruyamment à chaque pas, résonnant dans le couloir vide comme un métronome de pression. Son esprit était agité par des calculs silencieux, des imprévus et l'ombre des attentes de son père. Elle marchait rapidement, ne voulant pas sentir la vulnérabilité s'insinuer derrière ses côtes. En tournant au coin, elle faillit heurter David, qui était agenouillé pour polir une éraflure laissée par une chaussure en cuir de luxe.
Il baissa automatiquement les yeux. Elle ne remarqua même pas que le léger courant d'air provoqué par son passage agitait la serviette en papier qu'il tenait à la main. Deux mondes se croisaient dans un couloir, l'un trop occupé pour remarquer l'autre qui essayait de passer inaperçu. Plus tard, dans le parking souterrain, des voix élevées couvraient le bourdonnement des néons. Un concierge âgé, M. Hollis, près de 70 ans, se tenait tremblant à côté d'un placard d'entretien. Un agent de sécurité le dominait de toute sa hauteur. « Vous avez laissé la vanne ouverte » aboya l'agent. « La fuite aurait pu inonder la moitié du parking. Nous pourrions vous licencier pour cela. » Le vieil homme balbutia. « Non, non, monsieur, je l'ai fermé, je l'ai toujours fait. » David s'avança avant d'avoir bien réfléchi. « Ce n'était pas lui, dit-il. Cette vanne était corrodée depuis des semaines. Je l'ai signalée il y a 2 jours. Elle a fini par se casser. C'est la faute du bâtiment, pas la sienne. » Le gardien fronça les sourcils. « Vous êtes prêt à en assumer la responsabilité ?» David acquiesça. « J'assumerai ma part de responsabilité. Mais ne le blâmez pas parce qu'il est la cible la plus facile. » Les mots résonnèrent doucement mais fermement. Monsieur Hollis le regarda les yeux humides. Le gardien, irrité mais sans contre-preuve, recula en grognant. « Très bien, je vais le noter comme une défaillance mécanique. » David expira lentement tandis que le vieil homme lui saisissait le bras. « Tu n'avais pas à faire ça, fiston. »« Je sais, » répondit David doucement. Mais c'était la bonne chose à faire. Quelques heures plus tard, Aurora était assise dans son bureau, regardant les images de vidéosurveillance que son assistant lui avait signalées. Un angle de caméra dans le garage, David s'avançant, un concierge tenant tête à un garde, un simple acte de décence dans un monde qui le récompensait rarement. « C'est le même homme que dans le couloir ce matin ?» demanda-t-elle. « Oui », son assistant acquiesça. « David Cole, le concierge de nuit. » Aurora regarda à nouveau la vidéo, au ralenti, étudiant non pas l'acte lui-même, mais la posture. Les épaules, la bouche serrée, le regard déterminé, mais fatigué. Un homme qui ne savait pas que les caméras tournaient. Un homme qui avait agi parce que quelque chose en lui ne pouvait détourner le regard. « Et il a une fille ?» demanda Aurora. C'est ce qu'indiquent les dossiers des ressources humaines. Elle se pencha en arrière. Les paroles de Victor du matin lui revinrent à l'esprit comme un goût amer. Pas de famille, pas de partenaire, rien de stable. Mais voici un homme qui avait clairement un noyau, construit non pas sur l'héritage ou le pouvoir, mais sur la responsabilité. Pourtant, elle ne comprenait toujours pas pourquoi cette image l'avait marquée pour le reste de la journée. Ce soir-là, alors que David poussait son chariot vers la sortie, des phares balayèrent l'entrée du garage. Une petite fille courut vers lui, ses petits pas tapant sur le béton. « Papa !» Emma sauta dans ses bras en poussant un petit cri. Sa respiration sifflait légèrement contre son épaule, ce que David remarqua instinctivement. « Salut, ma puce !» murmura-t-il. « J'ai presque fini. » Aurora se trouvait justement sur le balcon situé un étage au-dessus du garage, une passerelle architecturale en acier et en verre surplombant le parking. Elle s'arrêta net lorsqu'elle entendit la voix de la petite fille résonner vers le haut. Puis elle entendit la réponse de David. « Nous irons chercher tes médicaments sur le chemin du retour. »« D'accord, des médicaments. » Une fille, la voix douce d'un père. Quelque chose fit tilt. Pas d'émotion, pas de chaleur, mais une stratégie. Son souffle se bloqua dans l'air froid de la nuit, tandis qu'une idée se formait. Une idée dangereuse, une idée nécessaire. Le rire d'Emma flottait vers le haut à travers les balustrades métalliques, doux et sucrées, comme un son que ce bâtiment froid n'avait jamais mérité, mais qu'il avait pourtant reçu. L'esprit d'Aurora s'aiguisa. Un homme sans lien avec leur monde. Un homme auquel le conseil ne s'attendrait pas. Un homme avec un enfant, une image de famille instantanée. Un homme suffisamment propre, suffisamment honnête pour être utilisé. Cette pensée la glaça alors même qu'elle s'enracinait dans son esprit. Son reflet dans la vitre du balcon la regardait, mi-ombragé, mi-ambitieux. Elle murmura, presque horrifiée par son propre calcul. Il a une fille, une image de famille suffisamment stable pour être exploitée. Elle ferma les yeux. Ce n'était pas elle. Ou peut-être était-ce la version que son père avait construite. Quoi qu'il en soit, la décision avait déjà commencé à prendre forme. Aurora se détourna du balcon en retenant son souffle, ses talons résonnant dans le couloir comme le début de quelque chose d'irrévocable. Et en dessous d'elle, inconscient, David serrait sa fille contre lui, sans imaginer que sa vie venait d'effleurer une tempête bien plus grande qu'il ne pouvait le voir. David n'avait jamais aimé l'ascenseur des cadres. Il murmurait au lieu de vibrer, se déplaçait sans à-coups et sentait légèrement le vernis à bois coûteux. Rien dans sa vie ne se déplaçait aussi silencieusement. Rien dans sa vie ne sentait comme ça.
Il n'arrêtait pas d'ajuster la sangle de son sac de travail usé pendant que l'ascenseur montait. Chaque léger ding lui nouait davantage l'estomac. Un concierge n'était pas appelé au dernier étage à moins qu'il y ait un problème. Peut-être que Victor s'était plaint. Peut-être que la sécurité avait fait un rapport. Peut-être. Les portes s'ouvrirent dans un silence feutré. Un couloir s'étendait devant lui, recouvert d'une moquette silencieuse, le genre de silence qui rendait chaque respiration trop bruyante. Lorsqu'il entra dans le bureau d'Aurora Sterling, il sentit immédiatement le changement. Ce n'était pas la taille, ce n'étaient pas les murs de verre qui donnaient sur toute la ville. C'était le bruit, ou plutôt l'absence de bruit. Le ronronnement de la climatisation semblait plus doux ici, plus délibéré. Même ses pas semblaient étouffés, absorbés par la moquette épaisse. C'était un monde où le bruit devait se justifier. Aurora se tenait près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Elle ne se retourna pas pour le saluer. Pendant un instant, tout ce qu'il entendit fut le sifflement profond et lointain du vent qui effleurait la baie vitrée. « Monsieur Cole, dit-elle, asseyez-vous. » Son ton n'invitait pas à poser des questions, alors il n'en posa aucune. Il s'assit sur le bord du fauteuil en cuir élégant, le cœur battant un peu trop vite. Aurora se tourna enfin vers lui. Son expression était maîtrisée, indéchiffrable, mais elle avait des cernes sous les yeux. De la fatigue ou du calcul, ou quelque chose entre les deux. « Je vais aller droit au but, dit-elle. Évidemment, je suis confronté à un défi qui menace ma position de PDG. Le conseil d'administration est traditionnel. Il attend une certaine image de stabilité, en particulier en ce qui concerne la famille. Le mot « famille » toucha David au plus profond de lui-même. Il resta immobile. Aurora s'approcha, ses talons claquant légèrement sur le sol ciré. « Vous avez une fille. Vous vous présentez bien. Vous avez fait preuve de caractère. Et vous n'êtes pas lié à notre monde. Pas de bagage corporatif. Pas d'alliance politique. Cela vous rend utile. »« Utile » répéta David, sentant sa mâchoire se crisper. « Oui, dit-elle, totalement indifférente à sa réaction. « Utile ?» Il attendit, même si quelque chose de froid avait déjà commencé à le traverser. « Je veux que vous continuiez à vous faire passer pour mon mari. » Silence. Un silence profond et assourdissant. David cligna des yeux une fois, deux fois. « Je suis désolé. »« Quoi ? C'est un arrangement stratégique, temporaire. 6 mois, peut-être moins. Il y aura des événements, des séances photos, des dîners. Vous et votre fille vivrez dans ma résidence pendant toute cette période. » Il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Aurora se dirigea vers son bureau et posa un document devant lui. Il ne le toucha pas, mais le froissement sec du papier était suffisamment bruyant. « En échange, dit-elle, je rembourserai toutes vos dettes. Je prendrai en charge tous les frais médicaux de votre fille, actuels et futurs. Je m'assurerai que ses études soient entièrement financées et vous recevrez une compensation substantielle pour votre participation. » David la fixa du regard. « Vous me demandez de mentir au monde entier, dit-il lentement, de prétendre être votre mari. Je vous demande votre coopération, corrigea-t-elle. Un accord mutuellement avantageux. » Il se leva brusquement. « Vous essayez de m'acheter. »« Non, dit-elle calmement. Je vous offre un contrat et une opportunité. » Il laissa échapper un souffle. « Vous vous entendez parler ? Vous pensez que les gens sont des pions que vous pouvez déplacer sur un échiquier. Vous pensez que tout a un prix. » Pour la première fois, une lueur qui n'était ni tout à fait de la culpabilité, ni tout à fait de la vulnérabilité, traversa son visage. « Je fais ce qui est nécessaire pour empêcher une personne incompétente de prendre le contrôle de cette entreprise, dit-elle. Si Victor prend le contrôle, des dizaines de milliers d'employés en souffriront. Des communautés entières qui dépendent de nos hôpitaux seront confrontées à des coupes budgétaires. Je ne vous demande pas de romance, de dévouement ou même de confiance. Je demande un partenariat fondé sur la réalité. » La réalité. Il eut un petit rire sans humour. Il n'y a rien de réel dans tout cela. Elle ne le nia pas, et cela le blessa encore plus. David s'éloigna du bureau, essayant de calmer sa respiration. Son pouls battait dans ses oreilles, plus fort que les bouches d'aération, plus fort que la ville, loin en contrebas. « Vous pouvez garder votre argent, dit-il. Je ne suis pas un accessoire. » Sa voix s'adoucit à peine. « Il ne s'agit pas de faire de vous un accessoire. Il s'agit de notre survie à tous les deux. » Il ne répondit pas. Il sortit simplement. Plus tard dans la nuit, dans l'appartement exigu qu'il partageait avec Emma, le monde lui semblait encore plus petit. Le réfrigérateur ronronnait faiblement. Un courant d'air s'infiltrait par le cadre de la fenêtre. Emma était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture usée, respirant légèrement avec difficulté. « Papa » chuchota-t-elle. « On est pauvre ?» Cette question le toucha plus profondément que tout ce qu'Aurora avait pu dire. Il s'agenouilla à côté d'elle et écarta une mèche de son front. « Tout va bien,
ma chérie. Mais elle le regardait avec une sincérité propre aux enfants, une sincérité qui n'avait pas besoin de mots. Il vérifia la boîte à pharmacie. Il ne restait plus que quelques doses d'inhalateur. L'assurance avait de nouveau refusé la dernière demande de renouvellement. Il s'assit à la petite table de la cuisine, longtemps après qu'elle se soit endormie. Ses doigts effleurèrent le contrat qu'Aurora lui avait remis. Le papier lui semblait trop lourd, comme s'il portait le poids d'une dette morale qu'il n'était pas sûr de pouvoir payer. Il se souvint de la tombe de Laïa. Il se souvint de la promesse qu'il avait faite. Il se souvint de la nuit où il avait tenu Emma pour la première fois, fragile et luttant pour chaque souffle. Un père fait tout ce qu'il faut, même si cela brise quelque chose en lui. Le lendemain matin, David se tenait à nouveau devant le bureau d'Aurora, plus grand cette fois, mais toujours aussi effrayé. Sa main planait au-dessus de la poignée de la porte. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Lorsqu'il entra, Aurora leva les yeux vers lui avec une attente prudente. David s'assit tranquillement. Puis, lentement, il croisa son regard. « Je vais le faire, dit-il, mais nous avons une condition. » Aura se redressa. « Dites-la. Ma fille ne fait pas partie de vos jeux de pouvoir, dit-il. Elle ne sera pas photographiée sans permission, ni utilisée pour adoucir votre image. C'est une enfant. Elle doit être protégée en permanence. » Aurora soutint son regard pendant un long moment. Un instant, puis un autre. Elle finit par acquiescer. Marché conclu. Elle prit le stylo et signa. Le clic du stylo résonna, et le son ressemblait à celui d'un verrou qui se mettait en place, d'une porte qui s'ouvrait ou peut-être se fermait. David expira, réalisant à peine qu'il retenait son souffle. Le contrat était entre eux, signé et valide. Au fond de lui, une petite voix lui murmura « Ce choix te coûtera plus cher que tu ne le penses ». Entrer dans le monde d'Aurora Sterling ne lui donnait pas l'impression de monter en grade. C'était plutôt comme faire un pas de côté vers un endroit où l'air se comportait différemment. Le matin où ils arrivèrent au domaine Sterling, 2 battants s'ouvrirent dans un léger soupir hydraulique, comme si la maison elle-même décidait de les laisser entrer. L'allée était si lisse. Emma murmura « Papa, c'est plus silencieux que le sol de la bibliothèque. » Elle n'avait pas tort. Leurs pas ne faisaient pratiquement aucun bruit. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'ils ne l'atteignent. Les assistants les accueillirent avec une efficacité polie, leurs chaussures claquant de manière synchronisée sur la pierre polie. Leur voix semblait entraînée, douce, mais distante, comme si toute la maison avait un manuel d'étiquette. Personne n'osait s'en écarter. Le petit sac à dos d'Emma heurta une fois le marbre. Ce seul son résonna plus honnêtement que tout autre dans la pièce. « Par ici », dit l'assistant de M. Cole, guidant David plus loin, à l'intérieur. Madame Sterling a organisé une orientation pour vous deux. Une séance d'orientation comme s'ils étaient de nouveaux employés dans son monde. David s'attendait à ce que la maison soit extravagante. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit froide. Pas inhospitalière, juste vide, comme les couloirs d'un hôpital. Calme, poli, intentionnellement insensible. Emma regardait le grand escalier avec des yeux écarquillés. « Papa, c'est ici que vivent les princesses ?» David lui caressa les cheveux. « Peut-être, mais nous ne faisons que visiter, d'accord ? 6 mois. » Elle acquiesça, ne comprenant qu'à moitié. Quelques instants plus tard, David fut conduit dans une pièce lumineuse avec une longue table. Une femme à la posture parfaite et à la voix douce comme du satin l'accueillit. « Je m'appelle Evelyne, dit-elle. Je suis spécialiste en étiquette et en images. »« En images, répéta David. « Pour vos prochaines apparitions avec Madame Sterling, expliqua-t-elle. Nous aborderons la posture, les repères conversationnels, les règles de table, le protocole et la garde-robe. Super, pensa-t-il. Des leçons pour ne pas embarrasser la milliardaire. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de corrections. Asseyez-vous plus droit. Ne posez pas les coudes sur la table. La fourchette dans la main gauche, le couteau dans la droite. Non, c'est la fourchette à salade. Votre cravate est de travers. Essayez de sourire sans serrer les mâchoires. À un moment donné, il marmonna entre ses dents. Je gagne ma vie en nettoyant des sols, je ne me présente pas aux élections. Evelyne répondit sans hésiter. Pendant les 6 prochains mois, Monsieur Cole, vous ferez les 2. De l'autre côté de la pièce, Aurora se tenait silencieusement à côté d'une assistante qui examinait les horaires sur une tablette. Elle n'intervint pas, ne réagit pas, même lorsqu'il laissa tomber sa fourchette pour la 3e fois et marmonna des excuses. Il aurait juré qu'elle avait réprimé un sourire, pas moqueur, mais plus doux, presque humain. Pendant ce temps, Emma était conduite dans une chambre spacieuse avec de grandes fenêtres et un lit sur lequel elle pouvait à peine grimper. Tout était d'un blanc immaculé, argenté, ivoire, magnifique mais sans âme. Elle tourna lentement sur elle-même en murmurant « Où sont les couleurs ?»
En moins d'1 heure, elle avait commencé à coller ses dessins au crayon sur le mur, à aligner des peluches le long des oreillers, à disposer ses couvertures en un cocon qui ressemblait davantage à un foyer. Lorsqu'elle eut terminé, elle saisit la main d'Aurora avec audace et sans détour et l'entraîna dans la chambre. « Regarde, j'ai rendu cette pièce chaleureuse. » Aurora se raidit à ce contact inattendu. Elle laissait rarement les gens s'approcher physiquement d'elle, mais les petits doigts d'Emma se glissèrent avec confiance entre les siens. Pendant un instant, Aurora ne sut pas comment réagir. « C'est joli », parvint-elle à dire, bien que sa voix semblait rouillée, comme si elle utilisait un mot qu'elle avait appris il y a longtemps, mais qu'elle avait rarement pratiqué. Emma acquiesça avec assurance. « Avant, c'était trop vide. Les pièces ont besoin d'amour. Si cette phrase vous a touché, un j'aime aide vraiment à faire vivre la suite. » Aurora cligna des yeux, complètement prise au dépourvu. Elle ne contesta pas. Ce soir-là, ils se réunirent pour le premier dîner officiel en famille. La salle à manger était assez grande pour accueillir une douzaine d'invités, mais seuls 3 étaient assis à table. Le tic-tac d'une horloge antique lointaine semblait plus fort qu'il ne l'était en réalité. Les couverts s'entrechoquaient dans un rythme régulier. Aurora était précise, David prudent, Emma chaotique. Emma rompit le silence la première. « Madame Aurora, mangez-vous toujours seule ?» Aurora se figea en plein milieu d'une bouchée. La question la frappa comme un coup de massue. « La plupart du temps », répondit-elle doucement. « Pourquoi ?» demanda Emma par pure curiosité. Aurora ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Elle semblait sincèrement prise au dépourvu. David observa son trouble, surpris par la vulnérabilité qui transparaissait sous son apparence soignée. « Mon travail me prend du temps », finit par dire Aurora. « Beaucoup de temps », acquiesça Emma, pensive. « Vous avez une maman et un papa ?» David inspira brusquement. « Emma, ça va. » Aurora intervint d'une voix calme mais ferme. « Ma mère est décédée quand j'étais petite. Mon père pensait que les émotions rendaient les gens faibles. » La pièce retint son souffle. David la regarda, non pas avec jugement, mais avec reconnaissance. Le chagrin reconnaissait le chagrin. La pression reconnaissait la pression. Emma balança ses jambes et dit « Eh bien, vous pouvez manger avec nous maintenant, nous ne sommes pas faibles. » Aurora fixa la petite fille, quelque chose de chaud fissurant sa carapace. « Non, » murmura-t-elle, « vous ne l'êtes pas. » Plus tard dans la nuit, Emma se réveilla en pleurant à cause d'un cauchemar. David se précipita depuis sa chambre, mais Aurora était déjà là, agenouillée à côté du lit de la fillette, lui murmurant des mots doux pour la rassurer. Sa voix, dépouillée de son ton d'acier professionnel, dégageait une douceur qu'elle laissait rarement transparaître. Emma s'agrippa à la manche en soie d'Aurora. « Reste. » Aurora hésita seulement 1 seconde. « Oui, je suis là. » David se tenait dans le couloir, observant une étrange douleur se former derrière ses côtes. Il était effrayé de voir à quel point il semblait naturel à cet instant, à quel point cette douceur pouvait être dangereuse s'il se laissait aller à y croire. Incapable de dormir, David erra dans les couloirs sombres. La maison craquait différemment la nuit, moins comme un manoir, plus comme un musée de l'enfance de quelqu'un qui n'avait jamais été vécu. Il passa devant le bureau privé d'Aurora. La porte était entr'ouverte. Un rayon de lune traversait la pièce, se reflétant sur un emblème métallique apposé sur un classeur. Le logo de Sterling Health. Son sang se glaça. Un dossier était partiellement sorti, comme si quelqu'un l'avait feuilleté à la hâte un peu plus tôt. David s'approcha lentement, le souffle court. Il connaissait trop bien ce logo. Il connaissait trop bien ce papier. Ses doigts effleurèrent le bord du dossier. À l'intérieur se trouvaient des formulaires de révision de police d'assurance mis en œuvre 7 ans auparavant. Son cœur battit douloureusement. 7 ans, la même année où Laïa était morte. Il déglutit péniblement et referma le dossier. Il recula, la poitrine serrée. Se trouver dans cette maison était déjà un risque. Mais maintenant, marcher dans ces pièces lui donnait l'impression de marcher dans le ventre de la bête qui avait emporté sa femme. Il se murmura « Dans quoi ai-je entraîné Emma ?» Sa voix tremblait dans le silence. Au bout du couloir, une planche craqua doucement, délibérément. David se retourna. Quelqu'un d'autre était réveillé dans la propriété, et il ne savait pas si cette personne avait vu ce qu'il venait de découvrir. La pluie revint ce soir-là, tapotant contre les imposantes parois de verre du domaine Sterling, comme un lointain souvenir qui tentait de se faire entendre. Ce n'était pas la violente tempête qui avait englouti le passé de David, mais elle avait le même rythme, doux, régulier, indéniablement présent. Emma colla son oreille contre la fenêtre et murmura « On dirait la berceuse que chantait grand-mère Laïa ». David sentit sa poitrine se serrer.
Aurora, qui rangeait une bouteille de vin sur le comptoir, s'arrêta un instant en entendant ce nom. Elle ne fit aucun commentaire, mais quelque chose s'adoucit pendant un instant, comme une lumière vacillante derrière un verre dépoli. Le dîner était déjà prêt. Des couverts polis, des serviettes en lin plié avec une précision impossible, des assiettes disposées comme des installations artistiques. La pièce résonnait de petits bruits, le tintement doux de la porcelaine, le bourdonnement lointain de la pluie, le tic-tac lent de l'horloge murale qui semblait trop fort dans le silence caverneux. Emma fut la première à parler, sa petite voix tranchant le silence solennel. « Papa, est-ce que Madame Aurora peut s'asseoir à côté de nous? Je trouve que c'est trop loin. » Aurora cligna des yeux, surprise. « D'habitude, je m'assois en bout de table, mais nous ne sommes pas une famille normale, » dit Emma d'un ton neutre. « Nous nous entraînons. » David toussa pour cacher un rire qu'il ne devait pas laisser échapper. Mais Aurora ne la gronda pas. Elle ne la renvoya pas. Elle prit simplement son assiette et se déplaça sur le côté. Un petit bruit de chaise, une capitulation silencieuse. Un moment qui n'aurait pas dû avoir d'importance, mais qui en avait. Pendant les premières minutes, les seuls bruits étaient ceux des fourchettes contre la porcelaine et de la pluie qui tombait doucement sur la fenêtre. L'esprit de David ne cessait de revenir au dossier qu'il avait trouvé la veille du changement de politique, aux dates, aux signatures indubitables. Sa signature. Il refoula cette pensée comme une blessure qu'il n'était pas prêt à toucher. Emma s'éclaircit la gorge de manière théâtrale. « Papa, raconte-lui l'histoire. »« Quelle histoire ?» demanda Aurora, d'un ton prudent, mais sincèrement curieux. « Celle où tu t'es perdue à la foire quand tu étais petite. » David soupira en se frottant le front. « Tu l'as entendue 100 fois. » « Mais elle ne l'a jamais entendue, » insista Emma. Aurora haussa un sourcil, amusée. « Ça ne me dérangerait pas de l'entendre. » Il raconta l'histoire, une histoire simple, une erreur d'enfance, un inconnu gentil, des retrouvailles avec une mère paniquée. Rien d'extraordinaire. Mais la façon dont Emma gloussait, la façon dont la pluie adoucissait l'air, la façon dont Aurora écoutait avec une attention sincère, tout cela remplissait la pièce vide et résonnante d'une chaleur presque palpable. Lorsque David eut terminé, Aurora parla plus doucement qu'auparavant. « Je me perdais souvent dans ma propre maison, » dit-elle. Emma pencha la tête. « Comment ça? Ta maison est immense. » Aurora eut un petit rire. « Pas cette maison, celle où j'ai grandi. Mon père aimait le silence. Si je faisais trop de bruit, il me le rappelait. » David sentit quelque chose bouger en lui. Elle ne partageait pas cela pour susciter la sympathie. Elle le partageait parce qu'Emma avait fait ressortir la vérité sans le vouloir. « Avais-tu des amis ?» demanda Emma. Aurora hésita. La pluie remplissait les silences. « Pas vraiment, » admit-elle. « J'ai appris très tôt que se rapprocher des gens compliquait les choses. » Emma tendit le bras par-dessus la table et lui tendit un petit autocollant dessiné à la main, un cœur de travers aux couleurs dépareillées. « Ce n'est pas grave, tu peux emprunter le mien. » Aurora le fixa du regard, ne sachant pas comment réagir à la générosité d'une enfant. Finalement, elle le posa délicatement sur sa serviette, comme si le placer ailleurs serait irrespectueux. Plus tard dans la soirée, après le dîner, Emma partit en courant choisir un livre pour s'endormir et Aurora se retira dans la cuisine. Elle se tenait seule, les mains posées sur le comptoir en marbre, écoutant les pas lointains d'Emma et ceux, plus légers, de David qui la suivaient. Pendant un instant, elle revit le fantôme d'un autre dîner, il y a des années, où elle était assise seule en silence, son père à l'autre bout de la table, l'attention rivée sur ses rapports trimestriels, même pendant qu'il mangeait. Elle se souvenait du bruit des couverts, de la distance infranchissable, de la pression constante pour l'impressionner. Cette maison avait été une forteresse d'attente pendant si longtemps, et maintenant, d'une manière ou d'une autre, un concierge et une petite fille y avaient ramené le bruit de la vie. Elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou le craindre. La nuit s'installa sur le domaine, et la pluie finit par se transformer en brouillard. Emma s'endormit facilement, serrant dans ses bras un lapin en peluche. David s'arrêta à sa porte, écartant ses cheveux et lui murmurant « Papa est toujours là ». Lorsqu'il se retourna, il faillit heurter Aurora, qui se tenait tranquillement dans le couloir. « Elle a fait un cauchemar la nuit dernière », dit Aurora. « Est-ce fréquent ? » « Parfois », répondit David. « Ça va, ça vient. » Un moment de silence s'ensuivit, inconfortable, mais pas hostile. « Tu t'en es bien occupé », ajouta David. « Elle te fait confiance. » Aurora détourna le regard. « Les enfants ne devraient pas me faire confiance aussi facilement. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle se détourna simplement, mais quelque chose de fragile flottait dans le silence entre eux. Incapable de dormir,
David descendit vers le bureau. Il ne savait pas vraiment ce qu'il espérait trouver. Peut-être des réponses, peut-être une conclusion, peut-être la confirmation qu'il redoutait. La porte était fermée cette fois-ci, mais l'emblème de la santé brillante brillait toujours dans son esprit. Il s'attarda devant la porte, le souffle court. C'est elle qui a signé ces polices, se rappela-t-il. Elle a contribué à mettre en place le système qui a pris Laïa. Pourtant, la chaleur de cette nuit continuait de le tourmenter, comme une douce contradiction. Comment la femme qui avait réconforté Emma avec tant de douceur pouvait-elle être la même que celle dont la signature avait scellé le destin de Laïa? Il s'éloigna de la porte, troublé. Alors qu'il remontait le couloir, une voix basse résonna faiblement dans un bureau voisin. « Victor !» creuse plus profondément, murmura Victor d'un ton sec. « Je veux tout savoir sur le concierge, ses dettes passées, les antécédents médicaux de sa femme. Tout. » David se figea, les muscles raidis, les antécédents médicaux de sa femme. Laïa. La froide réalité le traversa comme de la glace. Victor n'était pas seulement méfiant, il fouillait dans le seul endroit où le cœur de David saignait encore ouvertement. Et il ne le faisait pas pour trouver des réponses. Il le faisait pour s'en servir, comme d'une arme. David recula dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre. Les pas de Victor se rapprochaient. Si Victor découvrait ce qui était enfoui dans le passé de David, l'arrangement fragile et dangereux qui régnait dans cette maison ne s'effondrerait pas seulement, il exploserait. Les 2 semaines suivantes se déroulèrent comme une pièce de théâtre répétée. Sortie publique, sourire forcé, trajet en voiture silencieux et apparences soigneusement mises en scène. Chaque pas que David faisait aux côtés d'Aurora semblait chorégraphié par les attentes de quelqu'un d'autre. Les flashs crépitaient, les murmures les suivaient, et le doux bourdonnement des appareils photo enregistrant chacun de leurs gestes devint une sorte de musique de fond. Au début, il se sentait mal à l'aise dans ses costumes sur mesure et ses chaussures cirées. Mais il apprit vite, guidé par les conseils incessants d'Evelyne et les attentes silencieuses d'Aurora. Et chaque fois qu'il trébuchait, Emma lui serrait la main, le ramenant à la réalité avec une petite certitude innocente. « Papa », murmura-t-elle avant un événement, « fais comme s'ils étaient tous gentils. » David aurait aimé pouvoir le faire. Leur première apparition publique importante était un déjeuner de charité dans le centre-ville. Dès qu'ils franchirent les portes dorées, une vague de bavardage discret et de cliquetis de verre les submergea. Chaque son aiguisait les nerfs de David. Aurora se pencha légèrement vers lui, la voix basse et maîtrisée. « Reste près de moi, tends la main quand je salue les gens, souris quand il le faut, et pour l'amour de Dieu, ne prends pas un air terrifié. »« Je ne suis pas terrifié, » dit-il. « On dirait que ta cravate t'étrangle. »« Elle m'étrangle, » murmura-t-il. Elle dissimula un petit sourire. David lui offrit son bras et elle le prit, légèrement, fermement, presque imperceptiblement. Mais pour les caméras, cela semblait naturel, crédible. Derrière les déclencheurs des appareils photo, il sentit tourbillonner quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ils traversèrent ensemble la soirée. Les gens chuchotaient « Ils vont bien ensemble ». Il a l'air équilibré, rafraîchissant. Aurora avait enfin trouvé quelqu'un. C'était surréaliste d'entendre des inconnus raconter une histoire qui n'était pas vraie. Mais le plus étrange, c'était la facilité avec laquelle il lui était devenu facile de jouer son rôle. Non pas parce qu'il voulait tromper qui que ce soit, mais parce que lorsque Aurora le regardait, cherchant un point d'ancrage dans une pièce remplie de requins, quelque chose d'instinctif en lui répondait. Il ne savait pas exactement quand il avait commencé à ne plus avoir l'impression de jouer un rôle. La réunion du conseil d'administration du lendemain changea l'atmosphère de tout le bâtiment. Victor se tenait debout au fond de la pièce, chaque syllabe empreinte d'une gentillesse étudiée. « Aurora, dit-il, je dois vous féliciter. Le public semble adorer cette nouvelle image de famille. La stabilité qu'elle véhicule est remarquable. » Son sourire était acéré. Aurora répondit froidement. « J'apprécie votre enthousiasme, Victor. »« Oh, je suis plus qu'enthousiaste, » répondit-il. « Je suis soulagé. Après tout, notre père a toujours pensé qu'un leadership fort nécessitait un foyer solide. » Aurora se raidit, mais sa voix resta calme. Il ne s'agit pas de père. Il s'agit de modernisation, de responsabilité et de réparer les erreurs du passé. Victor haussa les sourcils. Bien sûr, on peut se demander si cette nouvelle image est durable. David, assis tranquillement à côté d'Aurora comme demandé, sentit quelque chose changer dans le ton de Victor. Une menace sous-jacente qui n'était pas encore pleinement révélée. Plus tard dans la nuit, après qu'Emma se soit endormie et que le domaine se soit calmé, David se retrouva à faire les 100 pas. Son esprit ne parvenait pas à se calmer. Quelque chose le tracassait,
quelque chose qui dépassait la pression de l'arrangement, quelque chose à propos de la confiance, de la vérité et du dossier dans le bureau d'Aurora qu'il s'était forcé à ne pas rouvrir. Il finit par sortir dans le couloir pour prendre l'air et vit Aurora assise seule au fond, dans une alcôve sombre éclairée par une seule lampe. Elle ne ressemblait pas à une PDG là-bas. Elle avait l'air fatiguée, humaine, fragile d'une manière que le monde n'était pas censé voir. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. Elle ne leva pas les yeux. Les préparatifs du gala, les attentes ennuyeuses, les vieux fantômes. « Fais ton choix. » Il hésita avant de s'asseoir en face d'elle. « Tu t'es bien occupé de Victor aujourd'hui. Je l'ai géré toute ma vie, » répondit-elle. « Il veut l'entreprise. Il pense qu'il la mérite. Et il pense que mon absence de famille traditionnelle me rend inapte. » David déglutit péniblement. « Tu penses que cet arrangement va régler le problème ? » « Je pense, dit-elle lentement, que cela me fait gagner du temps. Et parfois, le temps est la seule arme dont on dispose. » Un silence, juste le bourdonnement de la ventilation au-dessus de leur tête et le léger bourdonnement dans les oreilles de David. Puis Aurora reprit la parole, d'une voix douce, presque confiante. « Vous êtes-vous déjà demandé combien de vies changent à cause d'une signature ?» La question le frappa comme un coup de poing dans les côtes. Il se raidit, l'air soudain trop lourd. « Que voulez-vous dire ?» Elle expira bruyamment. « Quand j'étais directrice financière, j'ai signé des centaines de réformes politiques, de mesures d'efficacité, d'ajustement de risque. Certaines de ces décisions ont permis à l'entreprise de survivre, mais parfois, je me pose des questions. » Elle fit une pause. « Je me demande qui en a payé le prix. » Les doigts de David se crispèrent dans ses paumes. Des images défilèrent dans son esprit. Laïa haletant pour respirer, le moniteur affichant la ligne plate, la lettre de refus avec le logo de Sterling Health. Il ne pouvait pas lui dire. Pas encore. Sa confiance n'était pas prête. Sa douleur n'était pas prête. Mais entendre sa question, entendre l'honnêteté qu'elle contenait, fit bouger quelque chose en lui. « Je ne sais pas, » dit-il doucement. « Mais je pense que tu essaies de faire mieux maintenant. » Aurora le regarda et pendant un instant, l'atmosphère entre eux sembla détendue. Elle murmura « J'espère que cela suffira. » Dans un autre quartier de la ville, Victor était assis dans un bureau privé, examinant un épais dossier remis par le détective privé. Il feuilleta les pages lentement, savourant chaque instant. Dossiers médicaux, relevés de facturation, avis de refus d'assurance, un nom répété encore et encore. Laïa Cole. Il regarda la date de son décès, puis la date de la signature d'Aurora sur la police d'assurance révisée. Son sourire s'affaissa comme une lame, une arme parfaite. Le lendemain matin, une annonce frappa toute la Sterling Tower. Le gala du 50e anniversaire serait diffusé à l'échelle nationale. La PDG et son mari seraient au premier plan. Caméras, discours, foule, des centaines de regards. Et sous tout cela, la pression d'une vérité que David n'était pas prêt à affronter. Et une tempête qu'Aurora ne réalisait pas encore venir à sa rencontre. Victor se tenait à sa fenêtre, regardant la ville pulser en contrebas, tapotant le dossier contre sa paume. « Demain, murmura-t-il, tout ce qu'elle cache sera révélé au grand jour. Si vous voulez être là quand la vérité éclate, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. » Et le son de cette promesse murmurée porta plus loin qu'ils ne le pensaient tous les deux. Les lumières du gala s'élevèrent comme un second lever de soleil sur la ville, d'un éclat doré et aveuglant. À l'extérieur du Sterling Convention Hall, les moteurs vrombissaient, les talons claquaient, les cordes de velours bougeaient, et les appareils photo cliquaient à un rythme régulier et avide. C'était le genre de soirée faite pour le spectacle, le genre de soirée où tout le monde prétendait savoir comment l'histoire allait se terminer. David se tenait à l'entrée à côté d'Aurora, ajustant les poignets de son élégant costume noir taillé sur mesure. L'air était légèrement imprégné de parfum, de champagne et de vieille nervosité. Emma se tenait entre eux, temporairement emmenée par Evelyn vers la zone réservée à la famille, laissant les deux adultes seuls pour la procession d'ouverture. Aurora expira lentement, son souffle à peine audible sous la douce musique orchestrale qui flottait de l'intérieur. Son expression était posée, mais son attention était vive, petite, contenue, mais indéniable. David la ressentait comme on ressent une tempête qui se prépare derrière les nuages. « Tu es prête ?» murmura-t-il. Aurora gardait les yeux fixés devant elle. « Est-ce que quelqu'un se sent jamais prêt pour une soirée comme celle-ci ? » « Pas moi, » répondit-il honnêtement. Cela lui valut un sourire presque imperceptible au coin de la bouche. Puis les portes s'ouvrirent et une vague sonore les submergea. Des applaudissements, des voix appelant des noms, des obturateurs d'appareils photo battant comme des ailes. Alors qu'ils s'avançaient sur le tapis doré,
Aurora glissa son bras dans le sien sans le regarder, comme si son corps avait pris la décision avant que son esprit ne puisse la remettre en question. Pour les caméras, ils étaient parfaits. Pour le monde, ils étaient solides. L'un pour l'autre, ils étaient quelque chose qui n'était pas encore défini. À l'intérieur, la salle scintillait de lustres qui pulsaient d'une lumière chaude. Le sol résonnait du doux frottement des smokings et des robes de soirée des serveurs qui se faufilaient avec leurs plateaux en argent. Un groupe de jazz jouait un rythme lent et régulier qui semblait s'installer sous la peau plutôt que dessus. David sentait des regards posés sur lui, curieux, évaluateurs, surpris. Les gens chuchotaient derrière leurs serviettes. Ça doit être lui. Il n'est pas comme je l'imaginais. Il a l'air authentique, en quelque sorte. Si seulement il savait. Aurora restait près de lui, sa main posée légèrement sur son bras, juste assez pour le guider, sans le retenir. Elle avait une posture royale, le menton haut, mais sa voix, lorsqu'elle se pencha vers lui, tremblait d'une manière que lui seul pouvait entendre. « Ils s'attendent à ce que nous dansions, » dit-elle. Il déglutit. « Je ne danse pas. Ce soir, c'est toi qui danses. » Le groupe passa à une mélodie lente, où les cuivres et les cordes s'entremêlaient doucement. Les invités se dirigèrent vers la piste de danse, formant des couples élégants, façonnés par l'habitude et l'entraînement. Aurora fit un pas en avant, attendant. David leva la main, maladroite au début, puis la posa doucement sur sa taille. Son autre main glissa dans la sienne, calme et délibérée. Lorsqu'ils commencèrent à bouger, le monde se réduisit au léger frottement de sa robe, au murmure de la musique et à la douce friction des chaussures glissant sur le sol poli. « Tu te débrouilles bien », murmura-t-elle. « Je compte », murmura-t-il en retour. Son rire était discret, à peine audible, mais réel. Alors qu'il tournait, le regard d'Aurora se posa sur le balcon au-dessus, où Emma les observait avec des yeux écarquillés de joie. Cette vue adoucit les traits d'Aurora d'une manière que David n'avait jamais vue auparavant, presque protectrice, presque nostalgique. Cela le surprit plus que tous les flashs de la salle. À la fin de la danse, des applaudissements retentirent dans la salle, mais quelque chose de plus lourd suivit cette intimité, tacite, inattendue. Aurora retira sa main de la sienne, un temps trop tard, comme si ses doigts devaient se rappeler de lâcher prise. Ils quittèrent ensemble la piste de danse. Les gens s'arrêtaient pour les féliciter, les complimenter, les admirer. David n'entendait rien clairement. Il n'entendait que le souffle d'Aurora à côté de lui, léger, presque nerveux. Près du bord de la pièce, une petite table leur offrait un bref refuge. Ils s'engouffrèrent dans la pénombre pour reprendre leur souffle. « C'était si terrible que ça ?» demanda Aurora doucement. « Non, » admit David. « Juste surprenant ? Qu'est-ce qui était surprenant ? Que tu te sois laissé aller à apprécier ça ?» Elle cligna des yeux, l'expression brute et surprise. Mais avant qu'il n'ait pu en dire plus, Emma courut vers eux, haletante d'excitation. « Tu as dansé comme dans les films !» s'écria-t-elle en jetant ses bras autour de David. Puis, sans hésiter, elle tendit la main vers Aurora. « Toi aussi !» Les doigts d'Aurora se refermèrent instinctivement autour de ceux de la petite fille. Pendant un instant, ils restèrent tous les trois ensemble, et la pièce sembla se taire autour d'eux. C'était un moment dangereux, trop intense, trop chaleureux, trop réel. Derrière les rideaux des coulisses, Victor observait de loin, la mâchoire serrée. Il se moquait de la chaleur, des sentiments ou de la façon dont la foule réagissait à Aurora comme si elle avait déjà gagné quelque chose ce soir. Il toucha la clé USB dans sa poche, celle qui contenait les documents, les chaînes d'email, les révisions de politique horodatées. Il sourit. Elle n'avait aucune idée de ce que demain lui réservait. Le programme reprit. Un écran géant descendit derrière la scène. L'animateur présenta un hommage aux 50 ans d'histoire du groupe Sterling. Des applaudissements remplirent la salle tandis que de vieilles photos défilèrent à l'écran. Les fondateurs, les agrandissements, les ailes de l'hôpital, les campagnes communautaires. La musique s'amplifia, les lumières s'atténuèrent. Alors qu'Aurora se préparait à monter sur scène pour son discours de clôture, David se plaça derrière elle, ajustant délicatement le bord de sa robe pour qu'elle ne trébuche pas. Elle se retourna vers lui, surprise par ce petit geste attentionné. « Merci », murmura-t-elle. « Tu vas y arriver », dit-il d'une voix assurée. Pendant une fraction de seconde, elle le crut. Elle monta sur scène, accueillie par des applaudissements qui montèrent comme une marée. David la regardait depuis les coulisses, son pouls battant au rythme des lumières. Au milieu de son discours, il vit sa main trembler légèrement au bord du podium. Puis elle la stabilisa. Elle la stabilisait toujours. À la fin du gala, elle se glissa sur le balcon qui surplombait la ville.
Le vent caressait la vitre en émettant un léger bourdonnement. David la suivit quelques minutes plus tard, sortant dans la fraîcheur de la nuit. « Tu sais, dit-il doucement, tu avais l'air humaine là-haut. » Aurora poussa un soupir doux et tremblant. « Cela me terrifie plus que tout. » Il posa sa veste de costume sur ses épaules nues, dans un geste protecteur automatique. Elle ne la repoussa pas. Pendant un long moment, ils restèrent debout à quelques centimètres l'un de l'autre, la ville brillant sous leurs pieds. Quelque chose d'inexprimable s'étendait entre eux, doux, électrique, incroyablement fragile. Ils se penchèrent de l'un vers l'autre et son téléphone sonna. « Victor !» Aurora répondit lentement. « Aurora !» dit Victor d'une voix douce comme du verre. « Le conseil se réunit demain à 9 h et je pense que tu voudras que ton mari soit présent. » Un frisson lui parcourut l'échine. David le vit dans ses yeux. Quelque chose était en train de changer. Quelque chose allait arriver. Aurora baissa le téléphone et s'agrippa à la rampe. David s'approcha. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Elle déglutit péniblement. « Demain, murmura-t-elle. Tout change. » La salle de réunion semblait plus froide que d'habitude, même si personne n'avait touché au thermostat. C'était peut-être la façon dont la lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, fine, vive, impitoyable. Ou peut-être était-ce la tension, si épaisse qu'elle étouffait toute autre sensation. David entra à côté d'Aurora, chaque pas résonnant trop fort sur le sol ciré. Le bourdonnement discret des lumières au plafond ressemblait à des parasites. Ce n'était pas une réunion, c'était une embuscade qui attendait son signal. Aurora se comportait avec une grâce acquise à force de pratique, mais David voyait la raideur de ses épaules, le léger hoquet de sa respiration. Il ne la toucha pas, mais il marcha suffisamment près d'elle pour qu'elle puisse sentir la chaleur d'une présence en laquelle elle avait commencé à avoir confiance à contre-cœur. Victor était assis en bout de table, les mains jointes, un sourire étiré sur le visage. « Bonjour à tous », dit-il d'une voix douce comme de la laque. « Aujourd'hui, nous célébrons la transparence. » Ce mot sonnait faux aux oreilles de David. L'une des cadres s'éclaircit la gorge. « Aurora, pouvons-nous passer à votre rapport trimestriel ?»« En fait, » l'interrompit Victor, « j'ai préparé une petite présentation. » Aurora serra les mâchoires. David le sentit plutôt qu'il ne le vit. Victor se leva et s'avança vers le grand écran numérique à l'avant de la salle. D'une simple pression sur la télécommande, l'écran s'alluma, si lumineux que David dut se protéger les yeux pendant une seconde. Au début, des photos du gala apparurent, élégantes, flatteuses. Aurora et David souriant, dansant, saluant les invités. Le 50e anniversaire du groupe Sterling. Victor commentait. Un immense succès, une image publique forte, une famille dirigeante unie. David sentit l'anticipation monter dans la pièce. Puis Victor cliqua à nouveau. Les images disparurent. Une nouvelle diapositive apparut. Un nom, une date, un code médical. Demande d'indemnisation refusée pour Laia Cole. David retint son souffle. Aurora se figea. Victor parla avec une sympathie feinte. C'est là que commence la véritable histoire. Il appuya de nouveau sur la télécommande. Les dossiers médicaux défilèrent à l'écran, accompagnés d'eurodatages, de relevés de facturation et de documents de révision de police portant le logo indubitable de Sterling Health. Le même logo que David avait fixé du regard 7 ans auparavant dans un hôpital imprégné de chagrin. Son estomac se noua. Victor poursuivit. Il y a 7 ans, Madame Cole a souffert d'une complication rare pendant sa grossesse. Des soins d'urgence étaient nécessaires. Cependant, en raison de modifications apportées aux polices, Sterling Health n'a pas couvert son traitement. Elle est décédée. Le silence s'abattit sur la salle de réunion comme une pierre tombée. Victor laissa le silence s'étirer, le savourant. « Maintenant, dit-il presque doucement, voyons qui a approuvé cette police. » Un autre clic. Une signature scannée remplit l'écran. Aurora Sterling. La salle retint son souffle. Même les lumières semblaient bourdonner plus fort. Aurora fixa la signature, le visage livide. Pendant un instant, elle sembla incroyablement jeune, comme l'enfant qu'elle avait été autrefois dans l'empire de son père, à qui l'on avait appris à prendre des décisions qui dépassaient son entendement. « Je ne savais pas », murmura-t-elle. Victor se tourna lentement vers elle. « Mais tu l'as signé. » David sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine. De la colère, du chagrin, une trahison si vive qu'elle lui faisait trembler les mains. La pièce se mit à tourner. Un bourdonnement se fit entendre dans ses oreilles. Il s'efforça de prononcer quelques mots. « C'est toi qui… » Aurora tressaillit comme si elle avait été frappée. « David, je te jure que je ne savais pas qui c'était. Cela ne change rien à ce qui s'est passé, » dit Victor d'un ton calme. « Ni au fait que ton mariage semble être une façade calculée, une mise en scène destinée à manipuler ce conseil. » Il appuya de nouveau sur la télécommande.
Des photos d'Aurora et David entrant à des événements, se tenant la main, souriant avec Emma entre eux. « Réconfortant », commenta Victor, « mais faux, fabriqué, une tentative désespérée pour respecter les conditions du testament de mon père. » Des murmures éclatèrent, les chaises bougèrent. La voix d'Aurora se brisa légèrement lorsqu'elle dit « Ce n'est pas authentique. » En effet, tout comme votre leadership n'est pas fondé sur l'intégrité, une femme qui signe la mort d'êtres humains ne devrait pas diriger un empire médical. David serra le poing, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Il ne défendait pas Aurora, pas encore. Mais quelque chose dans l'arrogance de Victor lui mettait les nerfs à vif. « Vous n'avez pas le droit d'utiliser la mort de ma femme comme une arme », lança-t-il. Victor haussa un sourcil. « La mort de votre femme est déjà une arme. Aurora me l'a donnée il y a des années. » Aurora eut le souffle coupé. « David, écoutez-moi, je vous en prie. » Il la regarda alors. Il la regarda vraiment. Ses yeux étaient vitreux, terrifiés, désespérés. Pas pour sa position, ni pour sa fierté. Pour lui, pour Emma, pour la vérité dont elle venait de prendre conscience et dans laquelle elle s'était rendue complice. Il sentit quelque chose se briser en lui. « Combien de signatures ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Combien de personnes as-tu blessées sans le savoir ?» La voix d'Aurora se brisa. « Trop. » Son honnêteté le bouleversa encore plus profondément. « Mais je ne savais pas. » répéta-t-elle d'une voix plus faible cette fois. « Je suivais les directives. J'étais jeune. David secoua lentement la tête. « Tu étais puissante. Et les gens en ont payé le prix. » Son visage se décomposa, non pas de manière dramatique, mais tranquillement, comme quelqu'un qui perd le dernier morceau de terre sous ses pieds. Victor s'avança triomphalement. « Je propose un vote de défiance à l'encontre d'Aurora Sterling. »« À effet immédiat », murmura le conseil, s'agitant et chuchotant. Aurora fixait ses genoux, les mains tremblantes. Elle ne discuta pas, ne se défendit pas. Elle semblait vide, comme si elle absorbait la vérité de son passé pour la toute première fois. David ne pouvait plus respirer. Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol dans un écho sec. Les yeux d'Aurora se levèrent vers lui, pleins d'excuses sincères. Elle ne savait pas quoi dire. Il craqua. Il se retourna et se dirigea vers la sortie. Chaque pas était lourd et trop bruyant, faisant écho au chagrin qu'il portait en lui depuis des années. « Aurora !» l'entendit-il murmurer derrière lui, la voix brisée en prononçant son nom. Il ne se retourna pas. La porte se referma derrière lui dans un bruit sourd, le genre de bruit qui marque la fin de quelque chose. Aurora resta assise, fixant l'écran vide tandis que Victor éteignait le projecteur. La salle se vida lentement, les chaises grinçant, les voix baissant. Lorsque le dernier membre du conseil d'administration fut parti, les lumières s'éteignirent automatiquement. Elle resta assise seule dans le noir, le fantôme de sa signature brûlant dans son esprit, seule avec sa respiration et le bourdonnement faible et décroissant de la machine qui avait illuminé son passé. Au fond du couloir, David cessa de s'appuyer contre le mur, la poitrine serrée. Il ne savait pas s'il s'était éloigné d'Aurora ou d'une vérité trop douloureuse à accepter. Le silence avait une autre sonorité dans l'appartement de David. Ce n'était pas le silence froid et artificiel du domaine Sterling. Ce n'était pas le silence vif et résonnant de la salle du conseil où la vérité avait explosé comme une arme. C'était un silence petit, vivant, humain. Mais ce soir-là, il semblait trop petit pour contenir le poids de ce qui venait de se passer. La porte se referma doucement derrière lui et Emma, le faible bruit des gonds usés remplissant l'étroite entrée. Emma serra son lapin en peluche contre sa poitrine, sentant la lourdeur des pas de son père. « Papa » chuchota-t-elle, « on a fait quelque chose de mal ?» Il s'agenouilla et la serra contre lui, respirant l'odeur familière de ses cheveux, de son shampoing, de ses crayons de couleur et de son enfance. « Non, ma chérie, on n'a rien fait de mal. » Mais il ne put terminer sa phrase, car la suite lui semblait trop compliquée pour son univers. Emma le serra plus fort dans ses bras avant de filer vers sa chambre, son lapin à la main. La porte se referma dans un clic, laissant David dans l'appartement à demi éclairé, avec le ronronnement du vieux réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation derrière la fenêtre. Il s'assit lourdement à la petite table, les coudes posés sur son bord ébréché. Ses mains tremblaient, ses paumes appuyant fort sur son front. Dans la salle de réunion, il n'avait pas pleuré. Maintenant seul, les larmes finirent par couler. Pas bruyamment, mais profondément, tirées d'un endroit qu'il avait enfoui sous 7 années de survie. « À quoi pensais-je » murmura-t-il, entrant dans son monde, lui faisant confiance.
Mais ce murmure lui faisait mal, car il n'était pas tout à fait vrai. Il n'avait pas fait confiance à son monde. Il avait commencé lentement, bêtement, à lui faire confiance. La petite télévision dans le coin s'est mise en marche lorsqu'il l'a allumée. L'écran a clignoté avant de se stabiliser sur un résumé de l'actualité du scandale Sterling. La voix du présentateur était trop calme, trop polie. Des sources confirment que le conseil d'administration évalue les problèmes de leadership au sein du groupe Sterling après la révélation de nouvelles informations concernant les polices d'assurance héritées. La PDG Aurora Sterling a refusé de commenter. Puis vint une photo de Laia. Un titre : Une femme se voit refuser un traitement vital en vertu de la politique de Sterling, décède à 29 ans. Son propre nom mentionné en dessous. La mort de Laia. Son chagrin avait été réduit à un segment d'actualité. Une anecdote pour l'émission du soir. David éteignit la télévision avant que la boule dans sa gorge ne l'étouffe. Il pressa ses paumes contre ses yeux, laissant l'obscurité s'installer. Il n'avait pas demandé de jugement public. Il voulait tourner la page. Il voulait que justice soit faite. Mais pas comme ça. Pas avec Aurora fixant sa propre signature comme si c'était un fantôme qu'elle ne s'attendait pas à revoir. Il ne pouvait pas oublier l'expression de son visage. Brisé, sans défense, dévasté. Il ne savait pas quoi faire de ça. De l'autre côté de la ville, Aurora était assise seule sur le sol du salon du Sterling Estate. Le parquet était frais sous ses paumes. Ses cheveux, toujours impeccables, tombaient librement autour de son visage, tandis que les appels manqués clignotaient sur l'écran de son téléphone. Victor, membre du conseil d'administration de l'équipe juridique de l'agence de relations publiques. Elle ignora tout cela. Son esprit repassait le moment où sa signature était apparue à l'écran. Comment son estomac s'était noué. Comment son cœur semblait s'être brisé le long d'une faille dont elle ignorait l'existence. Elle murmura dans la pièce vide. « Combien de personnes ai-je déçues ?» Sa voix se brisa au milieu de la phrase, et elle ne tenta pas de la stabiliser. Elle avait passé toute sa vie à se protéger derrière une armure faite de perfection, de leadership, d'efficacité et de sang-froid. Mais ce soir, chaque pièce de cette armure lui semblait être un mensonge forgé par une version plus jeune d'elle-même, qui n'avait jamais remis en question le système que son père lui avait appris à défendre. Elle se souvenait de lui disant « Les chiffres ne mentent pas, Aurora. Les gens, oui. » Elle pensait que suivre ces règles signifiait qu'elle était forte, mais les chiffres avaient des conséquences. Et ce soir, elle en avait vu une la regarder avec un cœur brisé. De retour à l'appartement, David était assis sur le bord de son lit, les ressorts grinçant doucement, alors qu'il se penchait en avant. La respiration calme d'Emma lui parvenait de la pièce voisine, régulière, réconfortante. Il laissa échapper un souffle. La colère était toujours présente en lui, vive et brûlante. Mais à côté d'elle grandissait quelque chose de désagréable, la compréhension. Aurora ne connaissait pas le nom de Hila. Elle ne connaissait pas les visages derrière les chiffres. Elle ne savait pas qu'elle contribuait à construire un système qui allait engloutir quelqu'un comme Laia. Mais l'ignorance n'effaçait pas la responsabilité. Et le regret ne réécrivait pas l'histoire. Il se frotta les tempes. Ses pensées oscillaient entre la fureur et la compassion, entre le passé et le présent. Aurora n'était pas innocente, mais elle n'était pas non plus un monstre. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Se demanda-t-il. Son téléphone vibra à côté de lui. Un message provenant d'un numéro inconnu. « Est-ce que ça va ?» Il ne répondit pas, non pas parce qu'il voulait la punir. Il ne savait pas encore ce qu'il ressentait. Les réponses exigeaient de la clarté, et la clarté était la seule chose qui lui manquait. Quelques heures plus tard, bien après minuit, le silence fut rompu par le léger clic de la porte de la chambre d'Emma. Des pieds nus traversèrent le couloir jusqu'à ce qu'elle apparaisse à ses côtés, serrant son lapin dans ses bras. « Papa, murmura-t-elle, je n'arrive pas à dormir. » Il la souleva et la prit sur ses genoux, la berçant doucement. Encore un cauchemar. Elle acquiesça contre sa chemise. Un petit signe de tête chaud et tremblant. « Tu veux de l'eau ?»« Non, » répondit-elle en déglutissant. « Je veux Madame Aurora. » David se figea. Emma continua, d'une voix minuscule et sincère. « Elle est triste, je le sens. Est-ce qu'on a encore le droit de lui parler ?» Sa gorge se serra. Comment expliquer la trahison à un enfant qui ne comprend que la compassion ? « Elle nous a fait du mal, ma chérie, » dit-il doucement. Emma se pencha en arrière pour le regarder. Mais elle ne voulait pas te faire de mal. Certaines personnes te font du mal quand elles souffrent elles-mêmes. Les mots s'enfoncèrent en lui comme une pierre jetée dans une eau calme, créant des ondulations qui se propageaient vers l'extérieur. Emma bâilla, posant sa tête contre sa poitrine. « Je pense qu'elle se sent seule.
David sentit quelque chose se briser en lui, une petite vérité vacillante qu'il ne voulait pas admettre. « C'est possible », murmura-t-il. Emma se blottit contre lui. « Elle a peut-être besoin d'un ami. Nous en avons peut-être tous besoin », pensa-t-il. Il serra Emma dans ses bras jusqu'à ce que sa respiration ralentisse à nouveau et que l'appartement retrouve son calme doux et fragile. À 2h14 du matin, son téléphone vibra une nouvelle fois. Cette fois, ce n'était pas Aurora. C'était son numéro, mais la voix était celle d'Emma. « Salut, c'est moi. Je voulais juste te demander si tu te sentais seule. » Le cœur de David se serra. Elle avait trouvé le téléphone. Elle avait composé le numéro par instinct. Il attendit, le souffle coupé. Un instant plus tard, la voix tremblante d'Aurora retentit dans le haut-parleur. « Oui, beaucoup », murmura Emma en réponse. « À moitié endormie. Papa se sent seul aussi. » Aurora inspira brusquement. Quelque chose de fragile, d'invisible et d'indéniable reliait les deux foyers dans le calme de cette heure. Une bouée de sauvetage qu'aucun des deux adultes n'osait saisir, mais qu'une enfant avait osé attraper. Pour la première fois depuis l'implosion de la salle de réunion, David ne raccrocha pas. Il ne parla pas, mais il ne coupa pas la ligne non plus. Et à l'autre bout du fil, Aurora resta, respirant, souffrant, attendant. Le matin arriva sans pitié. Aurora n'avait pas dormi. Elle était assise à sa table à manger avec une tasse de café à moitié vide et refroidie, la cuillère posée à l'intérieur comme une question sans réponse. Dehors, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les hautes fenêtres, dessinant de fines rayures sur le sol ciré. La maison semblait à nouveau caverneuse, silencieuse, en attente, comme si elle aussi attendait qu'elle décide qui elle voulait être. Son téléphone vibrait sans arrêt. Le directeur des relations publiques, le responsable de la communication, le conseiller juridique, les membres du conseil d'administration, tous lui proposaient des approches, des stratégies, des dénégations, des excuses. Blâmer l'ancienne administration, dites que vous ne saviez pas. La signature était une simple formalité. Ne précisez pas qui a approuvé quoi. Prenez vos distances. Chaque suggestion lui semblait être une nouvelle couche de saleté. Elle retourna son téléphone. Son père avait bâti une entreprise réputée pour sa force et son succès, mais aussi pour sa froideur, son efficacité impitoyable, sa capacité à transformer la souffrance humaine en poste comptable. Elle avait passé des années à essayer de défaire une partie de cet héritage sans admettre à quel point elle en avait été profondément influencée. Mais désormais, elle ne pouvait plus se cacher derrière les chiffres, derrière l'héritage, derrière ce vieux bouclier familier qu'était « je ne savais pas ». Aujourd'hui, elle devait choisir, se cacher derrière le système qui l'avait élevée ou démanteler la partie qu'elle avait contribué à renforcer. Elle se tenait debout, tremblante, et murmura dans la pièce vide. Plus de mensonges. Ces mots lui redonnèrent du courage. Lorsqu'elle entra dans la salle de presse plus tard dans l'après-midi, l'air vibrait de tension. Les déclencheurs des appareils photo crépitaient à toute vitesse. Les voix murmuraient comme une marée agitée. Les lumières étaient vives, chaudes contre son visage. Chaque son résonnait sur les murs de pierre. Son équipe juridique se tenait derrière elle, raide et vigilante. Le personnel des relations publiques échangeait des regards nerveux. Aurora s'approcha du podium pas à pas, chaque claquement de talons amplifié par les microphones. Elle ne regarda pas ses notes, elle effleura à peine les côtés du pupitre. Elle prit simplement une longue inspiration avant de parler. « Merci à tous d'être venus ». Sa voix trembla sur le premier mot, mais elle ne se laissa pas arrêter. « Il y a des choses que je dois dire aujourd'hui, des vérités que je dois à cette entreprise, à nos employés et aux familles touchées par les décisions prises par Sterling Health. » Une vague de chuchotements parcourut l'auditoire. Aurora leva le menton. Il y a 7 ans, des politiques ont été mises en place pour limiter la couverture d'urgence de certaines complications médicales. Ces politiques ont été signées pendant mon mandat de directrice financière. Je les ai approuvées. Des flashs ont éclaté. Les microphones ont bougé. Quelqu'un a poussé un cri de surprise. Aurora a continué à parler d'une voix plus ferme que les battements de son cœur. Je l'ai fait en croyant que l'efficacité était plus importante que l'empathie, car c'est ainsi que j'ai été élevé, formé et récompensé. Mais l'ignorance n'est pas l'innocence, et un préjudice involontaire reste un préjudice. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. L'une des personnes touchées par ces politiques était Laïa Cole, la femme de David. Ce nom avait le goût de la vérité et du regret à parts égales. « J'ai lu son dossier », dit Aurora. Elle méritait mieux. Son mari et sa fille méritaient mieux, et c'est de ma faute. Des cris, des questions,
des flashs d'appareils photo clignotant comme des étoiles frénétiques. Elle leva la main, faisant taire doucement la salle. « Je ne défendrai pas ces décisions. Je ne rejetterai pas la faute sur les systèmes ou mes subordonnés. Je ne dissimulerai pas cela sous un langage d'entreprise ou une stratégie juridique. Je suis responsable. » Sa voix s'affaiblit un instant, mais elle continua. « Pour honorer les vies touchées, Sterling Health créera un fonds d'indemnisation et un comité d'examen indépendant afin de réviser les politiques de couverture d'urgence. Aucune famille ne devrait être laissée dans la peur ou le chagrin à cause d'un formulaire financier ou d'une demande de remboursement refusée. » Elle laissa cette promesse planer dans l'air. « Et en ce qui concerne mon poste de PDG, je laisse la décision entièrement au conseil d'administration. S'ils déterminent que je ne suis pas apte à diriger cette entreprise, j'accepterai leur vote. La transparence l'exige. » Son équipe de relations publiques avait l'air stupéfaite. Ses avocats avaient l'air horrifiés. Mais Aurora ne regrettait pas un seul mot. Elle s'éloigna du podium. Ses mains tremblaient. Sa respiration était saccadée. Mais pour la première fois depuis son enfance, elle se sentait libre. Alors qu'elle quittait la scène, David était debout dans son petit appartement, regardant l'émission en direct sur son téléviseur qui scintillait. Emma était assise sur le canapé à côté de lui, balançant ses jambes distraitement, les yeux fixés sur l'écran. La voix d'Aurora résonnait dans les vieux haut-parleurs comme une confession qui lui était destinée. David sentit l'émotion l'envahir. La colère était toujours présente, mais adoucie par quelque chose d'impossible à ignorer. L'honnêteté, la responsabilité, le courage. Elle ne s'était pas cachée. Elle n'avait pas déformé la vérité. Elle n'avait pas fait semblant. Elle avait prononcé le nom de Laïa à la télévision nationale en tant que personne, et non comme une statistique. Et ce qui l'avait le plus bouleversé, c'était que Aurora semblait brisée par cela, brisée d'une manière qui suggérait qu'elle avait enfin ouvert une porte en elle-même qu'elle n'avait jamais osé toucher. Emma posa sa tête sur son épaule. « Papa », dit-elle pour essayer d'arranger les choses. Il déglutit péniblement. « Oui », murmura-t-il. Elle l'a fait. Il ne savait pas à quoi ressemblait le pardon. Pas encore. Mais la glace qui entourait son chagrin se fissura légèrement. Dans les coulisses, Aurora marchait dans un couloir sombre, la tête baissée, le souffle saccadé. Les questions des journalistes résonnaient encore au loin. Elle tourna au coin. David se tenait là. Elle se figea. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air indulgent. Il avait l'air humain, blessé, incertain, en pleine mutation. Ils restèrent silencieux pendant un long moment. La voix d'Aurora se brisa la première. « Je ne peux pas la ramener, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai signé, mais je refuse de me cacher derrière des excuses. Plus maintenant. » Il acquiesça lentement, la poitrine se soulevant d'un profond soupir conflictuel. « Je sais, » dit-il doucement. « Je t'ai entendu. » Ses yeux brillèrent. « David, je suis désolé. » Il regarda le sol, la mâchoire serrée. « Les excuses ne règlent pas tout. »« Je sais, » murmura-t-elle à nouveau. Mais il ajouta, levant les yeux vers elle. « Cela signifie quelque chose. » Son souffle se coupa. Un petit hoquet involontaire. « Vraiment » demanda-t-elle, à peine audible. « Oui » répondit-il. Le couloir s'étendait autour d'eux, silencieux, à l'exception du faible bourdonnement des lumières au plafond. Un espace suspendu entre le passé et l'avenir, entre la douleur et la guérison. Ni l'un ni l'autre n'avançait, ni ne reculait. Ils restaient simplement là. Deux personnes brisées par une histoire commune qu'ils n'avaient jamais voulu vivre. Aurora ouvrit la bouche comme pour en dire plus, mais une voix résonna au bout du couloir. Le conseil d'administration se réunissait à présent. David et Aurora se tournèrent vers le bruit. Ce qui allait se passer ensuite allait tout décider. La salle du conseil semblait incroyablement calme, comme si l'air lui-même était en attente. Aurora se tenait au centre de la longue table, les épaules droites. Mais David pouvait voir le léger tremblement de ses doigts qui effleuraient les papiers devant elle. Elle n'était pas nerveuse pour son titre, elle était nerveuse pour sa vérité. Victor se cala dans son fauteuil, les doigts croisés avec assurance, comme si le résultat était déjà écrit. Les autres membres du conseil évitèrent le regard d'Aurora, certains par malaise, d'autres par honte. La honte d'une complicité qu'ils n'auraient jamais osé nommer à voix haute. La présidente s'éclaircit la gorge. Avant de voter, quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole ? Victor se leva avec un calme théâtral. Nous apprécions tous la performance d'Aurora aujourd'hui, mais un PDG doit protéger l'entreprise, pas la ternir. Sa confession émouvante a peut-être fait bonne impression dans la salle de presse, mais nous sommes les gardiens de la stabilité, pas des sentiments. Quelques têtes acquiescèrent. Victor poursuivit.
Nous avons besoin d'un leader qui préservera la réputation de Sterling, quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui comprend que les démonstrations émotionnelles ne sont pas une stratégie. Aurora inspira profondément et délibérément. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix ne tremblait pas cette fois-ci, elle était claire. « Vous parlez de réputation », dit-elle doucement. « Mais à quoi sert le nom d'une entreprise si les gens souffrent sous son poids ?» Elle leva les yeux et balaya la salle du regard. « J'ai commis des erreurs, je les ai assumées, et je les ai corrigées, non pas parce que c'était pratique, mais parce que c'était juste. » Un murmure parcourut la table. Aurora poursuivit. « Si vous pensez que le leadership consiste à feindre la perfection, alors ne me réalisez pas. Mais si vous pensez que le leadership est la volonté d'affronter la vérité et de changer, alors laissez-moi continuer à diriger. » Pour la première fois, Victor perdit son sang-froid. Sa mâchoire se crispa. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un membre du conseil d'administration aux cheveux gris, calme et digne, se leva lentement. Il ajusta ses lunettes avant de prendre la parole. « J'ai travaillé avec votre père pendant 30 ans, dit-il. Je l'ai vu prendre des décisions qui protégeaient l'entreprise, mais qui faisaient du tort à des gens. Et je vous ai vu grandir dans son ombre. » Sa voix s'adoucit. « Aujourd'hui, c'est la première fois que je vois un Sterling dirigé avec courage plutôt qu'avec peur. » Il regarda Victor. « Nous nous sommes cachés derrière les chiffres assez longtemps. » Un autre membre du conseil se leva, puis un autre. Le vote fut lancé. Les mains se levèrent les unes après les autres, lentement mais sûrement. Victor resta assis. Il perdit à une écrasante majorité. Aurora ne sourit pas. Elle expira. Un long souffle silencieux qui portait le poids des années héritées. La présidente acquiesça. Aurora resterait PDG. Victor se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est une erreur. Vous allez tous le regretter, Victor, » dit fermement la présidente. « Veuillez quitter la salle. » Il lança un dernier regard noir à Aurora, promettant de futures batailles. Mais la porte se referma avant qu'il n'ait pu reprendre la parole. Lorsque le silence revint, tous les regards se tournèrent vers Aurora. Elle n'avait pas l'air triomphante. Elle semblait stable, changée, authentique. David sentit quelque chose changer en lui. Un lent et fragile dégel. Elle s'était battue non pas pour l'entreprise, ni pour le pouvoir, mais pour la vérité. Plusieurs mois plus tard, la lumière printanière réchauffait l'aile récemment rénovée de l'hôpital Sainte-Brigitte. Les enfants riaient dans le couloir, le crissement des petites chaussures sur le linoléum ciré créant un doux chœur en arrière-plan. Une plaque neuve brillait près de l'entrée. Aile commémorative Layakol, en partenariat avec la fondation Sterling. David se tenait devant elle, la petite main d'Emma enroulée autour de la sienne. Elle tenait un bouquet de fleurs sauvages, lumineuses, imparfaites, magnifiques, exactement comme Laïa les aimait. Aurora s'approcha doucement, d'un pas d'une rare douceur. Elle ne parla pas tout de suite. Elle posa simplement sa main sur la plaque, effleurant le nom de Laïa comme pour s'excuser par le simple contact. David rompit le silence. Elle aurait aimé cela. Elle croyait que les hôpitaux devaient être porteurs d'espoir. La voix d'Aurora était douce. J'essaie de construire un monde auquel elle aurait fait confiance. Emma tira sur la manche d'Aurora. « Madame Aurora, on peut entrer maintenant ?» Aurora s'agenouilla à la hauteur d'Emma. « Tu peux m'appeler Aurora, ma chérie, juste Aurora. » Emma rayonna de joie et prit les deux adultes par la main, les entraînant vers les portes comme si elle les guidait vers un endroit où ils avaient tous trop peur d'aller. À l'intérieur, des familles attendaient pour recevoir des soins, certaines anxieuses, d'autres soulagées. Les infirmières les accueillirent chaleureusement, et une fresque murale représentant Laïa souriant à un enfant ornait le mur du fond. David s'arrêta devant la fresque. Il eut le souffle coupé. Aurora hésita à côté de lui. « David, je ne voulais pas que cette aile soit consacrée à moi ou à l'entreprise. Je voulais qu'elle soit consacrée à elle et aux personnes comme elle qui méritaient mieux. » Il acquiesça, ravalant son émotion qui le submergeait au point de l'empêcher de parler. Après un long moment de silence, il parvint enfin à dire « Je souffre encore, je souffrirai probablement encore longtemps. » Les yeux d'Aurora brillèrent, mais elle ne détourna pas le regard. « Je sais, et pardonner ne signifie pas oublier. Je ne le voudrais pas, dit-elle. Oublier effacerait qui elle était. » Il scruta son visage, la sincérité, l'humilité, la transformation sculptée par des choix plutôt que par les circonstances. « Je ne peux pas promettre que je serai parfaite dans ce domaine, » ajouta Aurora. « Dans les relations, la famille ou quoi que ce soit d'autre. » David se surprit à rire doucement. « Moi non plus. » Emma revint vers eux, essoufflée et excitée. « Il y a de la glace dans la salle de jeu. »« Papa, on peut en avoir aussi, Aurora ?»
Lui et Aurora échangèrent un regard, incertain, tendre, nouveau. Aurora s'accroupit à côté d'Emma. Les familles mangent-elles des glaces ensemble? Emma acquiesça vigoureusement. Toutes les bonnes familles. Aurora regarda à nouveau David. Eh bien, sommes-nous une bonne famille? Pendant un instant, David vit tout. Le chagrin qu'il avait façonné, la vérité qu'il avait transformée, la petite fille qui reliait leur monde, et la fragile possibilité qui grandissait entre eux. Il serra la main d'Emma, puis tendit l'autre à Aurora. « Nous y travaillons, dit-il doucement, et cela me suffit. » Les doigts d'Aurora se glissèrent dans les siens, non pas comme un contrat, ni comme une performance, mais comme un choix, un vrai choix. Tous trois marchèrent dans le couloir lumineux, leurs pas se mêlant au rire, l'odeur de la peinture fraîche se mêlant à l'air printanier qui flottait par les fenêtres ouvertes. Rien dans leur histoire n'était parfait, rien n'était simple, mais c'était la leur, née de la vérité, reconstruite grâce au courage, façonnée par la guérison. Et tandis qu'Emma les entraînait vers la machine à glace, Aurora se pencha vers lui et murmura, presque pour elle-même, « Une famille différente, mais une famille dont je suis reconnaissant. » David sourit, sentant la chaleur envahir des endroits qui avaient été froids pendant des années. Certaines fins ne sont pas des contes de fées. Certaines fins sont des débuts, les yeux grands ouverts. Et cette promenade main dans la main dans le couloir de l'hôpital qui portait le nom de Laïa était exactement le genre de commencement qu'ils méritaient tous. Avant de terminer notre voyage de ce soir, je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Parfois, les excuses les plus difficiles sont celles que nous devons à nous-mêmes. Parfois, le pardon ne consiste pas à oublier le passé, mais à choisir de ne pas le laisser entraver notre avenir. David, Aurora et la petite Emma nous rappellent quelque chose de puissant. La guérison n'est pas une ligne droite,